Je remercie beaucoup Christian Lecordic donc, de cette invitation et de ce qu'il m'a laissé la possibilité d'intituler cette conférence de manière si ambitieuse, l'homme et son droit dans la société contemporaine, qui implique nécessairement que je vais faire des choix, étant donné l'ampleur du sujet. Mais ça me semblait important tout de même d'essayer de vous donner un aperçu. Alors, est-ce que je peux dire que ce qu'est le droit, je ne suis pas sûre, mais plutôt, on va dire, de la manière dont je le perçois et dont je l'analyse depuis tant d'années. Et cette conférence vous donne aussi un petit aperçu du futur livre dont j'achève l'écriture sur précisément le droit dans la société contemporaine. Alors, nous avons tous, à un moment ou à un autre, eu l'expérience du droit, que l'on peut raconter. Le droit est vécu parfois comme une sanction, lorsqu'on est interpellé sur la route parce qu'on roule trop vite, lorsqu'on paye ses impôts en retard. Le droit, à d'autres moments, est vécu comme une limite. On ne peut pas faire ce que bon nous semble. Si l'on veut acheter ou vendre une maison, eh bien, un professionnel du droit va nous expliquer que l'on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, il y a des règles à suivre et donc cela va parfois nous limiter dans notre action. Enfin et souvent, le droit est vécu du point de vue de ce qu'il réalise ou de ce qu'il ne réalise pas la justice. Souvent, une expérience à partir de ce qu'on voit autour de nous, de ce qu'on peut vivre nous-mêmes devant un juge, ou de manière très éloignée aussi, mais cela nous fait penser beaucoup de choses en général, lorsque par exemple un ancien président de la République est renvoyé en correctionnel. Alors à juste titre pour certains, et de manière illégitime pour d'autres, parce que en général c'est une question très discutée. Alors cette conférence part de l'idée que si toutes ces expériences que l'on a personnellement du droit sont justes, il y a aussi d'autres manières de voir le droit qui présentent, à mon avis, tout autant d'intérêt pour chacun d'entre nous. Quand nous faisons l'expérience de la sanction, de la contrainte, de la justice, la réalité est que presque toujours nous nous sentons extérieurs au droit. Nous nous sentons détachés de lui. Alors je vous propose d'envisager la situation suivante. Vous êtes dans une gare, il y a du monde, vous attendez quelqu'un qui arrive ou vous attendez le train que vous allez prendre. Vous observez un peu ce qui se passe dans le hall et puis vous assistez à une scène. Vous voyez un objet que nous pourrons dire de forme rectangulaire, peut-être en cuir, qui sort de la poche de quelqu'un et qui se déplace dans l'espace pour arriver jusqu'à la poche intérieure de la veste d'une autre personne. C'est ce que vous avez vu, vous n'avez pas vu autre chose. C'est ce que vous avez vu. Et pourtant, spontanément, vous allez dire, ah tiens, il y a eu vol, pickpocket, etc., etc. Mais ce que vous avez vu, de la même manière que je peux dire, ceci n'est pas une table, c'est un plateau monté sur 4 pieds, et ça n'est rien d'autre, mais nous disons que c'est une table. Ce que vous avez vu, c'est bien ce déplacement d'objet, mais vous dites que c'est un vol. Il n'y a vol que parce que nous le disons, que parce qu'à un moment donné, nous avons appris qu'il s'agissait d'un vol. Le droit, ça n'est pas donné dans la nature. Il est l'expression de notre manière de vivre le monde, de notre manière de vivre notre présence sur Terre. Nos relations avec la nature n'ont jamais été harmonieuses. De tout temps, nous avons imaginé de le comprendre, de le décrire d'une façon que nous jugeons acceptable à un moment donné. Depuis la préhistoire, depuis, par exemple, les premiers interdits sexuels en forme de règles qui sont formulés pour remédier à une démographie que l'on a estimée galopante et qui était donc une manière de faire que les groupes humains se sont perpétués à travers la formulation de ces premières règles. Le droit, donc, comme phénomène humain et culturel, parce que ça n'est pas autre chose, est un système
de représentation du monde qui permet à l'homme de vivre. Alors en tant que système de représentation, il n'est pas le seul. Il en existe beaucoup d'autres, dont la fonction est aussi de situer l'homme dans son environnement. La mythologie, la religion, la philosophie, les légendes, l'économie même, qui se représente un marché imaginaire à partir duquel elle pense les relations humaines. Les représentations du monde peuvent être figurées dans d'autres choses que des mots ou des concepts. La peinture, la danse, évidemment, sont aussi des représentations de l'homme et du monde, qui ne paraissent pas moins importantes d'ailleurs que les autres, y compris que le droit, parce qu'il semble que de tout temps, l'homme est peint, l'homme est dansé, par exemple. Il n'est finalement pas étonnant que, dernièrement, lorsque la première ministre britannique s'apprête à faire un discours qui a une portée politique et juridique fondamentale sur la question du Brexit, eh bien, les médias retiennent surtout ces premiers pas de danse avant d'entrer sur la tribune. C'est un autre sujet, mais la question de la danse dans le système politique et juridique pourrait être très longuement approfondie. En tout cas, la danse est aussi, est certainement aussi vieille, comme la peinture d'ailleurs, que les autres systèmes de représentation, et notamment le droit. En tous les cas, l'existence et la permanence d'autres systèmes de représentation que le droit invitent à se demander quelle est la place spécifique qu'occupe le droit parmi tous ces systèmes. Cette place, c'est peut-être que le droit présente aujourd'hui la particularité d'être une réflexion consciente et délibérée destinée à agir sur l'ensemble du corps social. Si on ne peut pas exclure que d'autres systèmes de représentation aient cette même ambition, ils ne disposent pas aujourd'hui des mêmes moyens pour agir. De fait, il semble que l'histoire du droit, depuis l'écriture dans nos sociétés occidentales, soit celle d'une importance croissante accordée au droit dans la structuration de l'espace social, et donc une mobilisation des moyens mis à son service. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si chacun se sent plus ou moins libre de se familiariser avec les systèmes picturaux ou chorégraphiques, de ne pas adopter de religion ou de se débarrasser de toute croyance légendaire, la plupart d'entre nous pensent ne pas pouvoir échapper à la moulinette du droit, qu'elle se manifeste par le gendarme ou l'administration. Cette impossibilité d'y échapper, étonnamment, loin d'entraîner une connaissance générale par nous tous, puisque finalement c'est l'un des systèmes de représentation du monde les plus partagés au sein de l'espace social, eh bien, en fait, semble au contraire nous distancier du droit, qui est la plupart du temps vécu comme une sorte de monstre froid, implacable, mystérieux, dont la connaissance est évidemment laissée aux experts, les juristes. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le droit est prolifique et que sa parole est exponentielle. Alors, le droit est prolifique. Quand je dis le droit est prolifique, il ne s'agit pas seulement de dire qu'il y a trop de lois, c'est un discours que nous entendons quand même assez souvent. J'avoue que je ne le sais pas s'il y a trop de lois. Et que, à strictement parler, en termes de présence du droit, les lois finalement représentent une relative minorité, mais ça peut se discuter. Je vous livre quelques chiffres quand même. Au cours de la session 2017-2018 du Parlement français, 69 lois ont été adoptées. C'est peu finalement, mais nous en serions cumulés sur tant d'années à un peu moins de 11 000 lois et un peu moins de 130 000 décrets qui seraient en vigueur et qui s'appliqueraient, même si beaucoup d'entre eux en réalité sont obsolètes. Mais dans le même temps, ce sont un peu plus de 4 millions de décisions de justice qui ont été prononcées en 2017 par 1183 juridictions, qui représentent 85 000 agents, sans compter évidemment les plus de 12 millions d'amendes forfaitaires majorées, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été honorées dans les délais. Ce sont un peu plus de 4,5 millions d'actes qui ont été établis par ou à l'aide de près de 13 000 notaires, qui emploient 54 000 salariés.
Ce sont plus de 30 millions de déclarations fiscales, 767 000 déclarations de naissance, 603 000 déclarations de décès, 228 000 actes de mariage, 192 000 PACS, autant d'actes juridiques. À cela, il faut enfin ajouter des millions de décisions administratives prises dans le cadre d'environ 40 000 structures administratives du type établissement public ou collectivité territoriale à l'aide d'environ 1,9 million d'agents. Il faut encore ajouter que le droit trouve aussi aujourd'hui sa source dans des institutions qui sont communes à plusieurs États. Le droit, ce n'est pas seulement aujourd'hui le droit d'un État, c'est aussi un autre droit qui se superpose à celui des États, à l'instar du droit de l'Union européenne, dont les actes, qu'ils soient des lois, des décisions administratives ou des décisions de justice, viennent compléter le tableau de la présence du droit dans l'espace social. Celui-ci prend des formes diverses, parfois violentes, un emprisonnement, une mesure dans le cadre familial, un redressement fiscal, un refus de nationalité, ou il apparaît de manière plus indolore, via les déclarations de naissance, qui est tout de même un acte juridique obligatoire, mais qui, néanmoins, n'est pas à strictement parler vécu comme tel. L'hyperprésence du droit est la conséquence, aujourd'hui, certainement, de ce que la parole du droit est, à mon avis, exponentielle. Exponentielle, parce que notre société a tellement intégré le droit comme une valeur pivot, c'est-à-dire la valeur qui doit faire le lien entre tous, que chacun d'entre nous, ainsi, est devenu un agent du droit en puissance. Cela peut se repérer à deux traits principaux du fonctionnement juridique de notre société. D'abord, ce que j'appelle l'enrôlement de tous dans la délivrance de la parole juridique. Cela nous paraît si souvent naturel que nous ne nous posons guère de questions. Je le répète, le fait d'être obligé, car c'est le cas, de déclarer une naissance ou un décès est le signe de ce que le droit n'est pas une structure extérieure de maîtrise de la population, mais bien un mode interne de régulation par l'autocontrôle de chacun. D'ailleurs, ne nous avisons pas de donner à nos jumelles nouvelles les noms de Nutella et de fraises, parce que nous risquerions de les voir, par l'autorité d'un procureur, rebaptisés Ella et Fraisine. Authentique. Ce cas est si rare que nous pouvons faire le constat que tous ou presque nous nous conformons très bien, en quelque sorte et presque naturellement, à deux sortes d'injonctions. Celle de dire obligatoirement qui nous sommes, ou que nous prétendons que nous sommes. Nous avons des enfants, nous nous marions ou non, nous gagnons certaines sommes d'argent, nous le dépensons de telle manière. Devant un juge qui veut comprendre notre acte, nous devons révéler notre personnalité souvent. Les programmes et les algorithmes qui nous pistent aujourd'hui grâce à notre usage d'Internet ne sont que des versions très améliorées de ce que l'espace social a déjà organisé juridiquement. Deuxième injonction, celle plus évidente s'agissant du droit, évidemment d'être et de se comporter conformément au droit, et cela dans des espaces toujours plus importants de notre vie. Il y aurait bien des choses à dire ici, et je ne m'étends pas en ouvrant simplement deux pistes. Les moyens de la contrainte sont relativement inutiles, car les membres du corps social sont d'excellents, voire les meilleurs relais du droit. Le modèle de comportement fourni par le droit n'est pas si souvent étranger à l'état des mœurs du corps social à un moment donné. Je crois que je reviendrai sur cette question, mais c'est à mon avis, très important. La parole du droit est aussi exponentielle parce que tout appel au droit entraîne nécessairement une réponse de celui-ci. En effet, toute demande, quelle qu'elle soit, formulée auprès de tout agent ou autorité appartenant à l'institution juridique, exige que réponse soit faite par un acte juridique. Cela vaut pour le juge, bien sûr, que nous saisissons
et qui doit nous répondre, même s'il n'est pas compétent, même pour nous dire qu'il n'est pas compétent, au risque sinon de commettre ce qu'on appelle un déni de justice. S'il y a, après tout, 4 millions de décisions de justice rendues chaque année, c'est qu'il y a plus même d'ailleurs de 4 millions de saisines du juge. Cela vaut pour l'ensemble des autorités administratives ensuite. Plus il y a de demandes, plus il y a d'actes juridiques, même insignifiants. Ce besoin de droit paraît tellement important qu'on a créé un mécanisme destiné à combler la non-réponse de l'autorité administrative, ce qu'on appelle la présomption de décision, favorable ou défavorable selon les cas, à l'issue d'un délai fixé à l'avance. Si l'administration ne répond pas pendant un certain temps à votre demande, on fait comme si elle avait répondu favorablement ou défavorablement. Et c'est là où on voit mieux encore ce caractère exponentiel de l'activité juridique, c'est que cette décision fictive, qui existe par le fait de la présomption, autorise ensuite le demandeur, éventuellement, s'il n'est pas satisfait, à saisir le juge, qui devra à son tour lui répondre. Ce besoin de droit, que constitue souvent l'appel au droit, s'appuie sans aucun doute sur une vision de ce que le droit donc serait à la fois détachable des personnes et de leur éventuel arbitraire. Il vient souvent combler ce que l'on n'estime pas pouvoir faire autrement. Autrement dit, le droit est lui-même un recours, une manière de se trouver mieux dans le monde des hommes, sans s'apercevoir qu'il ne s'agit toujours que d'une fiction. Par exemple, quand le juge rend une décision, il est censé n'être qu'un juge, pas une personne avec ses propres intérêts, ses idées reçues, ses passions, parce qu'il juge en droit, dit-on, qui lui serait donné, sans aucune interprétation possible de sa part, ce qui, on le sait, est évidemment inexact. C'est étrange d'ailleurs de penser cela si on s'y arrête un instant. Comment peut-on imaginer, avec sérieux, qu'un homme, une femme, puisse délivrer une parole qui ne serait pas la sienne, sauf à constater qu'il n'est pas homme, mais une machine. L'idée de droit laverait l'homme de son individualité. En ce sens, on voit bien que l'homme, par le droit, ne cesse de se raconter des histoires pour supporter la réalité qui s'impose à lui. Je prends un exemple très ancien, mais qui me paraît pouvoir servir de structure à l'interprétation du droit contemporain. En 1573, à une époque de grande famine dans l'est de la France, la cour de Dole, dans le Jura, doit juger un dénommé Gilles Garnier, accusé d'infanticide et de cannibalisme. Au regard de l'horreur des faits présentés à la cour, celle-ci, pour juger, malgré tout, Gilles Garnier, parce qu'il est homme soumis au droit, décide alors de recourir à la fiction plus acceptable du loup-garou. Je cite l'arrêt de la cour de Dole. Personne sensible s'abstenir. S'il étrangle, égorge et dépèce des enfants, c'est avec ses mains semblant pattes. S'il les dévore, c'est encore semblablement en forme de loup. Mais lorsqu'on l'arrête, il est en forme d'homme et non de loup, privant in extremis le garou du festin carnassier dont, en tant que loup, il n'aurait pas manqué de se régaler sur le corps de sa dernière victime. La fiction à laquelle la Cour recourt dans cette affaire n'est ni une pure fantaisie, ni une audace. L'époque s'y prête, évidemment. La légende du loup-garou est très répandue à cette époque, que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de peintures ou de gravures. Les représentations du droit ne sont jamais très éloignées des autres systèmes de représentation présents dans le corps social. Et ce sont donc ces liens avec après avoir vu la place spécifique peut-être du droit, l'importance du droit, ce sont les liens avec les autres systèmes de représentation que je voudrais aborder maintenant.